BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanées à travers la planète, et puis Marjorie Adelson qui nous parlera d'histoire, d'économie et d'échecs aujourd'hui. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, animateur des pages livres aussi dans Alternative Économique, et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. Alors, messieurs, cette semaine, deux livres consacrés à Daniel Cohen, l'économiste qui nous a quittés au mois d'août dernier. Un livre qui est son dernier livre à lui, et puis un livre écrit sur lui. On va peut-être commencer par le livre qu'il a écrit, Christian Chavagneux. Ça s'appelle donc Une brève histoire de l'économie. C'est publié chez son éditeur historique qui est Albin Michel. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier opus de Daniel Cohen? C'est plus qu'une brève histoire de l'économie, c'est une très brève histoire de l'économie, parce que le livre est petit. Alors, on couvre de l'origine de l'homme pratiquement jusqu'à aujourd'hui en quelques pages, un peu dans le modèle des derniers livres de Daniel Cohen, avec des chapitres très petits. Moi, j'étais très intéressé par le début, en fait. Daniel Cohen nous dit, au moment où il y a eu la sédentarisation agricole, il y a eu du progrès technique, à partir de là, on lance la course à la productivité. Il faut être productif le plus possible. Mais il nous donne des chiffres qui sont très étonnants, parce qu'il nous dit cette course à la productivité va être efficace, il va y avoir de plus en plus de productivité, mais comme il y a de plus en plus de gens, ce qui revient pour chacun reste assez stable. Il nous dit que le salaire mesuré en blé qui était versé au XVIIIe siècle à Babylone avant Jésus-Christ, et celui qui est versé en 1780 au XVIIIe siècle en Angleterre après Jésus-Christ, c'est le même. En fait, c'est le même niveau de salaire. Le pouvoir d'achat est le même sur ces 36 siècles. Oui, il y a des gains de productivité, mais il y a tellement de monde qui vient, la croissance démographique est telle que pour chacun, ça ne fait pas plus. Alors après, on part d'Adam Smith, plein de petits chapitres, Adam Smith, Schumpeter, la crise des années 20, la crise des années 30, les 30 glorieuses, tout ça en quelques pages, très rapide. Il faut préciser que c'est le manuscrit brut remis par Daniel Cohen. Il n'a pas eu le temps de le retravailler. Donc, est-ce qu'il l'aurait amélioré? Peut-être, sûrement. Est-ce qu'il aurait rajouté des pages? Peut-être. En tout cas, on va très vite au capitalisme actionnarial des années 80. Il est inégalitaire, nous dit Daniel Cohen. Se rajoute la transition numérique. On savait déjà avec son précédent livre, et là, il nous le redit, que c'est pour lui un asservissement digital, plutôt de l'homme, pour faire attention à ça. Plus la transition numérique, il dit ça, la transition écologique, pardon. Et là, dès la première page, il nous dit courir après la croissance comme des malades, c'est devenu complètement vain. On ne peut plus faire ça. Et bizarrement, moi je trouve vraiment très bizarre la fin du livre, les sciences sociales disparaissent complètement, elles sont présentes tout au long, elles disparaissent complètement, et on se retrouve avec 10 conseils pour une vie heureuse individuelle. Gagner de l'argent mais pas trop, ne regardez pas trop les génies parce que c'est des gens à part, essayez pas de vous comparer aux génies ou au top modèle, laissez tomber, croyez à quelque chose. Enfin, les 10 conseils pour être heureux dans sa vie individuelle. J'ai trouvé cette fin assez surprenante pour quelqu'un qui était un économiste, et bien au-delà d'un économiste, quelqu'un qui savait maîtriser beaucoup de sciences sociales. Ouais, Jean-Marc Daniel. Oui, alors je partage le tout début de ce que vient de dire Christian. C'est vraiment très bref. C'est une très brève histoire. Je pense que le dernier livre de Condorcet ça s'appelait Esquisse d'un tableau du progrès humain. Là, ça aurait pu s'appeler Esquisse d'une histoire de l'économie mondiale. D'ailleurs, à la fin, l'éditeur et le frère de Daniel Cohen disent qu'ils se sont posé la question de savoir si le texte pouvait être publié. Et compte tenu des circonstances, effectivement, c'est un peu un hommage posthume au travail de Daniel Cohen. Il faut le prendre comme tel. Alors le tout début, effectivement, on l'a vu dans beaucoup d'endroits, c'est l'histoire de la grande évasion, c'est d'Angus Deaton, c'est-à-dire de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, toute augmentation de la production et de la productivité conduit à une augmentation de la population. Et donc, il n'y a pas de gain individuel lié, il n'y a pas de véritable croissance entre l'Empire romain et l'Empire de Napoléon. Alors après, effectivement, on passe très vite à l'époque moderne. Parce que j'ai trouvé intéressant, c'est le portrait qu'il fait de Malthus. Il y a un passage assez long sur Malthus. Il dit que Malthus a été mal compris, a été assez décrié, qu'effectivement Malthus s'est trompé d'une certaine mesure, puisqu'on a pu nourrir beaucoup plus de monde, mais on a nourri beaucoup plus de monde en détruisant la nature. Et donc, c'est pas véritablement une solution qu'on a apportée, c'est une fausse bonne idée, c'est une fausse solution. Est-ce que ça veut dire que Malthus raisonnait avec des limites du raisonnable en matière d'exploitation des ressources?
Non, il dit Malthus effectivement raisonnait dans le cadre des limites de ressources qu'il avait en tête, qu'il pouvait voir. Les gens qui lui ont succédé ont dit ah mais il n'a pas compris, les ressources sont beaucoup plus grandes. Et Daniel Cohen dit non, finalement les ressources n'étaient pas aussi grandes que ce qu'espéraient les successeurs de Malthus. Et il dit la solution finale, on parle beaucoup de progrès technique et tout ça. Donc avant le passage où il explique comment on doit être heureux, il dit bien finalement la solution va venir du fait qu'on a de moins en moins d'enfants et donc cette pression démographique que dénonçait Malthus, elle va se résorber parce que effectivement l'humanité est en train de décider de façon plus ou moins explicite d'être moins nombreuse qu'elle ne l'était. Alors j'ai trouvé cette analyse, cette vision de Malthus assez originale. Mais effectivement, il faut acheter ce livre en hommage à Daniel Cohen plutôt qu'avec l'idée qu'on va y trouver des choses définitives et très très importantes sur l'évolution de la pensée économique. Alors, on passe au deuxième livre, toujours publié chez l'éditeur historique de Daniel Cohen, Albin Michel. Alors là, ça s'appelle Daniel Cohen, l'économiste qui voulait changer le monde. Jean-Marc Daniel, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit effectivement d'une sorte de florilège d'un certain nombre de réactions au décès de Daniel Cohen. Là aussi, il y a une présentation qui est faite par l'éditeur et par son frère, Michel Cohen. Et donc, ils ont choisi d'abord les communiqués officiels. Alors ça, c'est pas très intéressant. C'est vraiment de la communication assez basique. Le président de la République, l'école normale supérieure, tout ça. Bon, ça fait des pages. Bon, très bien. Ensuite, il y a la réaction de la presse. Donc là, il y a des articles, alors j'avais pas repéré, mais il y a des articles qui sont à la fois documentés, évidemment qui sont élogieux, mais qui sont pas caricaturaux dans l'éloge, contrairement au communiqué officiel. On voit apparaître une vraie personnalité de Daniel Cohen. J'ai beaucoup aimé, j'avais pas repéré ça, mais les articles dans Le Monde de Philippe Escande, l'article dans Le Figaro de Anne de Guigné, que je trouvais assez bien mené. Et puis ensuite, il y a... bien, j'espère, Jean-Marc. Oui, absolument. Oui, bien sûr, cela va de soi. J'attendais, mais... J'osais pas. Comme je vois qu'il n'osait pas. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et puis ensuite, après, il y a les pères ou les proches qui réagissent. Et donc là aussi, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, il y a une espèce d'épaisseur du personnage qui apparaît. On passe de l'espèce de caricature mondaine des communiqués officiels à Daniel Cohen. Et donc, il y a deux anecdotes qui sont rappelées. Il y a un de ses amis qui est un médecin qui va le voir et il est à l'article de la mort, le pauvre Daniel Cohen. Et donc, il lui parle et puis Daniel Cohen lui dit « Oui, j'ai vu tes collègues. Ils m'ont annoncé quelles étaient, compte tenu de un certain nombre de circonstances, la probabilité que je m'en sorte. Et comme on arrive à 125 sur 100, je pense qu'on a essayé de me raconter des cracks. » Et donc cette lucidité de Daniel Cohen. Et la deuxième, c'est Michel, le papier de son frère, encore une fois. Je découvre ce personnage, est très émouvant, très bien écrit. Et il raconte que Daniel Cohen était fasciné par Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était à la fois polytechnicien et économiste. Donc il a voulu être polytechnicien, mais il est rentré à l'école normale supérieure, ayant été d'abord reçu à l'école polytechnique. Et puis ensuite, il a fait de l'économie. Et il dit, s'il avait croisé à la télé ce cosmonaute, il serait peut-être devenu cosmonaute. Il y avait une période de sa vie où il se cherchait et est apparu à ce moment-là dans sa vie Jean-Jacques Servan-Schreiber qui a orienté son destin. Tout ça pour conclure. Oui, tout ça pour conclure qu'effectivement, on peut passer le début et puis après, il faut grappiller dans les articles. Et les témoignages des proches sont vraiment à la fois émouvants, bien écrits et permettent de bien cerner la personnalité de Daniel Cohen. Christian? Je partage tout ce qu'a dit Jean-Marc. Franchement, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Alors, cet ami médecin qui a cité les 125%, il dit aussi, il y a un proverbe arabe qui dit que quand les gens meurent, leurs jambes s'allongent. C'est-à-dire qu'on les voit plus grands que ce qu'ils n'étaient. Il dit, mais de son vivant, déjà, Daniel avait déjà les jambes bien longues. Et je trouve que c'est ce qui ressort. C'est un économiste dans la cité. Il a très longtemps fait des papiers avec plein de maths, des trucs publiés uniquement pour les académiques. À un moment donné, il a arrêté. On regarde ces dernières années, il n'y a plus de papiers académiques de Daniel Cohen. Il a préféré faire des livres pour le grand public, pour que l'économie soit à la portée de tous. Il a préféré conseiller les princes du Nord, les princes du Sud, grâce par la Banque Lazare. Bon, ça lui était reproché à un moment donné, mais il conseillait par la Banque Lazare les pays qui ont besoin de restructurer leurs dettes, et donc il les aidait à restructurer leurs dettes vis-à-vis des pays ou des banques créancières. On trouve aussi un économiste qui est un bâtisseur institutionnel. Il crée le département d'économie à l'ENS Ulm à Paris. Il crée avec Thomas Piketty l'école d'économie de Paris. Vous avez et c'est pas pour que les gens reproduisent sa pensée. Il n'y a pas une école de pensée coheniste, mais vous avez beaucoup de témoignages. Esther Duflo, Camille Landais, Philippe Askennazi, il y en a plein d'autres qui disent c'est grâce à ça
on a trouvé une institution d'accueil et une façon de faire de l'économie qui désacralisait complètement l'économie. Et c'est ça qui nous a plu. Esther Duflo a dit, moi, je voulais pas faire du tout de l'économie. Et j'ai croisé Daniel Cohen, je me suis mis à faire de l'économie. Il y a plein d'économistes comme ça qui témoignent, qui sont tous économistes un peu importants, tous dans le débat public aujourd'hui. Ils font des études académiques, mais ils veulent aussi être présents. Ils désacralisent l'économie, ils font de l'interdisciplinarité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui va vraiment nous manquer. Et en plus, quelqu'un qui était complètement affirmé à gauche, en tant que citoyen, en tant qu'économiste, en tant qu'intellectuel. C'était très clair. Pourtant, il y a des gens de toute obédience, de droite comme de gauche, qui lui rendent hommage. Et c'est surtout ça, je pense, qui va nous manquer avec Daniel Cohen. Cet économiste, cet intellectuel engagé, de gauche, mais humaniste, profondément humaniste, très gentil avec tout le monde, et qui était quand même, il faut le dire, un intellectuel brillant. Mais ce que vous disiez, Christian, est important sur cette volonté finalement d'abandonner la recherche et de se consacrer à la pédagogie. Et il faut bien reconnaître que finalement les Français le lui ont bien rendu, puisque quand on regarde finalement quels étaient les économistes qui vendaient vraiment beaucoup de livres, le seul... Il en fait partie. Le seul... Ah, il n'y en a pas eu beaucoup. Thomas Piketty, il y a eu il n'y en a pas eu beaucoup. Il a fait un ou deux très gros coups. Daniel Cohen, il avait vraiment un public de fidèles. À chaque fois, il faisait 40 000, 60 000, 80 000 exemplaires. Et donc, c'est vrai qu'il a formé des générations de Français à l'économie. Merci beaucoup à tous les deux. Eh bien, on retrouve tout de suite Marjorie Adelson, notre bibliothécaire du jour, qui va nous parler d'échecs.